Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire en présence de Frédéric Puzin, qui est le président de Quorum l'Épargne. Nous allons essayer de faire un point de situation sur celle que nous vivons depuis le la gestion de notre part de la crise, essayer de répondre à vos questions. Donc pour cela, il y a un sondage sur la droite de votre écran où on vous propose différents thèmes. Donc on va ouvrir les votes. Je vous invite évidemment à y répondre et ça nous permettra de guider un petit peu les sujets et les thèmes que vous souhaiteriez aborder. Mais pour commencer, Frédéric, bonjour. Est-ce que tu peux nous faire un petit point tout d'abord sur la façon dont Quorum a continué à fonctionner, et ce malgré le confinement, et au sein des différentes équipes et sur les différents métiers qui sont les nôtres, entre la gestion des immeubles, les investissements, la gestion des équipes dans nos différents bureaux. Donc ça peut être le premier point. Et ensuite, on verra en fonction des thèmes qui sont privilégiés par les épargnants de Quorum Origine et Quorum XL, les autres points sur lesquels nous reviendrons avec, j'imagine, la gestion des locataires, le montant des dividendes et les performances de nos deux véhicules. Mais simplement un premier point sur la situation et sur la gestion telle qu'elle est faite chez Quorum et par rapport aux différentes équipes et comment on a pu continuer notre activité. Oui, bonjour Baptiste. Merci, bonjour à tous. Et voilà, tout d'abord, le souhait que tout se passe bien pour vous en cette période et voilà, en espérant qu'on puisse en sortir rapidement. Donc pour nous, le confinement a commencé pour tout le monde mi-mars. Dans ce contexte particulier, on avait une chance, en tout cas on a une chance, c'est que l'entreprise étant très internationale, on est implanté dans 6 pays en Europe et au sein des équipes de Quorum, donc 150 personnes, il y a près de 21 nationalités. Et donc ça fait près de 8 ans maintenant qu'on est habitué à travailler à distance avec des moyens notamment de téléconférence et des outils nomades pour travailler. On est tous équipés de tablettes et avec des logiciels qui sont accessibles via Internet. Et donc, on est d'ores et déjà, dès le premier jour de la crise, on était opérationnel puisqu'on pouvait travailler à distance. Donc, il n'y a eu aucune coupure dans le service, dans la gestion des immeubles, dans la gestion des locataires, dans les relations qu'on pouvait avoir avec vous. Et ça, ça a été vraiment un point d'appui très fort dès le début de la crise. Donc ça, c'est pour la vie quotidienne de l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est de la gestion, on a dès les premiers jours été, je dirais, à l'initiative, mais aussi convaincu de deux choses. C'est que, il fallait qu'on soit complètement transparent vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que dès le premier jour, on vous a dit, voilà ce qui va se passer pour nos SCPI et votre investissement, et voilà quel serait le pire des scénarios. Je crois, de ce mémoire est bonne, que dès le 18 mars, on vous a envoyé un premier mail qui a été suivi quelques jours plus tard d'un deuxième mail où on vous disait, voilà, le pire des scénarios, c'est sans doute d'avoir 30% des locataires qui n'arrêtent de payer leur loyer pendant un an. Et je donnais un rendement voilà, par rapport à l'objectif de Quorum Origine qui était de 6%, qui donnait 4,50 et par rapport à Quorum XL, c'était la même chose par rapport au rendement qu'on a délivré l'année dernière. Voilà. Et là, ça pour nous, c'était le scénario catastrophe. Voilà. Et on savait déjà à l'époque que ça ne serait pas ça, mais on préférait donner une limite, certes très pessimiste, très dure, mais au moins qui permette de poser le décor, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Bon. Et ensuite, notre travail au quotidien de toutes les équipes a consisté d'abord à s'entretenir avec tous les locataires. Alors d'abord ceux qui exprimaient des demandes, et puis ensuite, au fur et à mesure, à consulter les locataires, y compris ceux qui ne s'exprimaient pas, pour savoir comment ça se passait. Et là, on va dire qu'il y a eu deux grandes familles. Il y avait les grands locataires très riches, qui avaient de la trésorerie, qui ont des fonds propres ou qui ont des activités qui ont pu fonctionner, je ne vais pas dire normalement, mais au moins de façon réduite pendant la crise.
Et puis les locataires, on va dire plus petits, peut-être plus faibles, ou qui avaient des vrais problèmes d'activité, quelle que soit leur taille, et qui avaient de réels soucis. Et on va dire que c'est les plus grands, les plus forts, les moins touchés qui ont été les premiers à réclamer quelque chose de la part du propriétaire que nous sommes, que vous êtes, et qui ont envoyé les coups de semonce le plus rapidement, dès le 17 mars, et souvent venant des pays nordiques, et notamment d'Allemagne, en disant, voilà, nous, on arrête de payer. C'est la crise, on arrête de payer. Bon. Donc ça a été la première vague. La deuxième vague, ça a été les entreprises de taille plus moyenne et sans doute un peu moins fortes, mais quand même assez bien organisées. Ça a été dans la semaine et dans les 15 jours qui ont suivi, qui doivent formuler d'ailleurs pas forcément de demandes précises, qui disaient, voilà, il va peut-être y avoir un problème, restons en contact. On va peut-être, voilà, peut-être qu'on envisage dans les semaines à venir d'adapter le paiement des loyers. Et puis on va dire qu'il y a une vague un peu plus récente qui date d'une quinzaine de jours, où là c'est plutôt les locataires les plus petits, les plus faibles, sur les secteurs les plus touchés. Alors une fois qu'on a dit ça, l'évaluation qu'on a faite après vous avoir évoqué le scénario catastrophe qui était 30% des loyers pendant un an pas payés, on s'est rendu compte globalement ça allait toucher 8% des loyers annuels, entre 6 et 8%, ça dépendait de Quorum Origin ou Quorum XL, et que ce chiffre aujourd'hui il est plutôt descendu entre 6 et 5%. C'est-à-dire que avec les échanges, la négociation, au départ on avait beaucoup de demandes venant des gros locataires qui disaient on arrête de payer les loyers et vous ne les refacturez pas, à aujourd'hui des situations dans lesquelles oui il y a des annulations de loyers extrêmement limitées dans le temps. On a aussi beaucoup de reports de loyers qui n'auront pas de conséquences sur le paiement, enfin sur le dividende de la SCPI. Par exemple, on avait des locataires qui avaient des paiements trimestriels en début de trimestre, ça c'est la grande majorité, avec lequel on a mis en place des aménagements, ils payent leur loyer mois par mois et en fin de mois. Donc ça veut dire que pour la SCPI, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que ça remet pas en cause le paiement du dividende mensuel. Et évidemment, plutôt que de payer l'intégralité d'un trimestre en début de trimestre, ça permet aux locataires de payer au fur et à mesure du déroulement du trimestre et en fin de mois. Voilà, donc on a réussi dans la plupart des cas à concilier les intérêts. Et puis avec les gros locataires, en fait, à force de négociation, et aussi par moment de menaces, parce que quand vous avez des locataires qui décemment sont riches, ont de l'argent, de la trésorerie, voilà, qui vous disent j'arrête de payer le loyer, il faut monter un peu le ton. Donc là, on avait les moyens aussi de mener des négociations assez serrées, assez tendues. On a notamment beaucoup de garanties en face des loyers, puisque tous les locataires donnent des garanties. On a des garanties bancaires, on a des dépôts. Et ainsi, on a réussi à aboutir dans la plupart des cas un loyer en fait qui est payé quasiment en temps et en heure, ou avec un peu de retard, mais en tout cas qui est payé, sans impact sur la distribution mensuelle, ou un impact très limité. Voilà, donc à cet instant, on est beaucoup plus optimiste, et en tout cas, on y voit beaucoup plus clair qu'il y a 6 semaines. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Voilà, et c'est un petit peu le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui, c'est que non seulement, évidemment, on n'aura pas un impact de 30% sur le dividende annuel, l'impact, on évalue aujourd'hui plutôt aux environs de 6%, et ce 6%, c'est global, qui intègre les différés de paiement de loyer et les loyers qui sont payés. Ok, merci Frédéric pour ces premiers éléments de réponse. Comme tu l'as dit, le premier trimestre était assez peu impacté et je pense que les épargnants qui sont connectés ce soir l'ont vu, puisque les performances, si on devait mettre sur une échelle d'un an les dividendes qui ont été versés sur Quorum Origin et sur Quorum XL, on est pour Quorum XL très nettement au-dessus de son objectif. Sur Quorum Origin, on est quasiment à l'objectif de 6%, mais le premier trimestre était assez peu impacté. Qu'en est-il du paiement des loyers, justement ceux qui sont en train d'être payés actuellement pour le deuxième trimestre et ceux qui ont été payés déjà dès le mois d'avril, puisque le second trimestre a démarré? Alors, écoutez, à cet instant, il y a un peu de retard par rapport au déroulement d'un premier mois du trimestre, mais c'est vraiment quelques pourcents. J'avais un chiffre de l'ordre d'une cinquantaine de pourcents en moyenne à ce jour sur voilà un mois classique, puisqu'on a des choses qui sont payées aussi en début du trimestre suivant de façon tout à fait normale. Et globalement, on doit être 2 ou 3% en dessous d'un trimestre normal. Donc, il n'y a pas de grande catastrophe. Les gens payent, il peut y avoir un peu de retard.
un peu plus de retard que d'habitude, même si c'est vraiment un sujet sur lequel on est de façon générale très précautionneux et plutôt très attentif et très performant. Donc à cet instant, il n'y a pas d'alerte particulière. Voilà. Il y a un peu de retard, mais rien de catastrophique. Un peu de retard, mais rien de catastrophique, très bien. Et c'est ce qu'on a pu communiquer au fil de l'eau depuis le 18 mars, date à laquelle on a envoyé la première communication à l'ensemble des épargnants sur les deux SCPI. Dans le sondage que vous voyez tous sur votre droite, un des thèmes qui revient est donc l'impact de la crise sur les SCPI. Tu as déjà commencé, d'ailleurs assez précisément. Alors Baptiste a disparu. Donc je crois que Baptiste nous rejoint. Écoutez, on va continuer sans Baptiste pour l'instant. Je suis là. Voilà. Désolé, j'ai un petit souci technique. Donc, tu as répondu sur l'impact et sur la gestion qui était la nôtre. Ouais. Déjà, est-ce qu'on a déjà un peu de visibilité sur le reste de l'année? Parce que là, on vit les choses, on va dire, au jour le jour et nos équipes sont sur le pont pour discuter avec les locataires, pour faire rentrer les loyers et puis pour payer les dividendes aux épargnants qui nous font confiance. Qu'en est-il de la suite si on regarde un petit peu plus loin et si on regarde à échéance fin 2020, par exemple? Oui. Alors, là, dans ta question, il y a un point auquel moi je suis pas capable de répondre à cet instant. On peut imaginer ce scénario, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est une crise économique très dure et on met 4 ans à s'en sortir? Est-ce que les choses redémarrent rapidement mais à un niveau dégradé et on revoit une activité économique qui redémarre progressivement mais assez rapidement dans les 12 à 18 mois qui viennent? Je n'en sais rien. Et on entend un peu tout et son contraire aujourd'hui. Et par contre, on peut quand même constater que les scénarios très pessimistes du début de crise sont un peu moins en vogue et on voit des scénarios un peu moins pessimistes. Donc, nous, le retour qu'on a des locataires, c'est qu'on a quand même globalement des locataires qui envisagent la période post-confinement. Alors, je parle pas de la France, je parle de l'Europe de façon générale. Et vous savez que la France est quand même quelque part un peu particulier dans sa gestion du confinement avec l'ensemble des pays du sud de l'Europe. Hein. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que voilà, les entreprises entrevoient une reprise, ils entrevoient un redémarrage de l'activité, sans doute dégradé, mais avec globalement des activités qui repartent. Ça, c'est le retour général. Ensuite, il faut aussi qu'on tienne bien compte de ce qui vient de se passer au cours de ces 5 dernières semaines, et c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. C'est vrai qu'on a tous vécu dans une période de stress, parce que se retrouver du jour au lendemain enfermé chez soi et juste avoir d'informations, en gros, par les médias et peut-être par les quelques personnes qu'on va croiser à distance dans la rue en faisant ses courses, c'est quand même une situation stressante et dans laquelle on a du mal à imaginer ce qui va se passer. Enfin, on a vécu une période compliquée. Donc on va sortir de cette période compliquée psychologiquement, et c'est d'ailleurs pour cette raison sans doute que les politiques et nos gouvernements ont très rapidement donné des dates de fin de confinement, parce qu'il fallait qu'on sorte de cette ambiance. Là maintenant la question c'est la vitesse à laquelle ça va repartir. On sait que ça va repartir progressivement. Je comprends qu'en France le déconfinement va être progressif. Dans d'autres pays il est beaucoup plus rapide. Voilà, donc ce qui va se passer précisément, j'en sais rien. Moi, les retours qu'on a des locataires, c'est plutôt une reprise de l'activité. D'ailleurs, les discussions qu'on a eues sur les loyers, c'était un accompagnement pendant la période de confinement, et souvent pas après. Et ce dont on parlait, c'était plutôt la période à laquelle il y avait, quand il y avait un vrai différé de paiement de loyer, c'est sur quelle période on avait ces loyers qui étaient récupérés pour les 2 ou 3% concernés. Et on voit que c'était des horizons assez courts. On parlait d'ici la fin de l'année, on n'a pas des étalements sur 18 mois ou 24 mois pour récupérer les arriérés. Donc voilà un petit peu le contexte. Je dis pas que ce contexte peut se noircir ou au contraire s'améliorer en juin, juillet ou tout septembre. Je pense qu'il faudra qu'on soit attentif, il faudra qu'on continue à être très présent sur nos locataires. Mais ce qui est clair, c'est pas le scénario très catastrophe, ce que j'évoquais dès le 17 mars, où 30% des locataires arrêtent de payer leur loyer pendant un an.
ça n'est pas Et scénario. donc dans ce scénario catastrophe, on a une des questions qui intervient sur le chat, qui est une question sur savoir si est-ce que on anticipe la faillite de certains locataires. Est-ce que aujourd'hui, alors on a plus de pour rappel, hein, chez Corum, on a plus de 350 locataires. Est-ce que alors sans donner le nom d'un locataire en particulier, mais sur un secteur d'activité, est-ce que on anticipe la faillite de certains et du coup un défaut de paiement finalement des loyers de la part de certains et qui serait définitif, disons. Ouais. Alors déjà, il y a un premier élément d'éclaircissement, c'est que en fait, à chaque acquisition, je pense que voilà notre conception d'immobilier et ça, voilà, on le dit depuis 2012, et je le dis chaque fois que je croise un journaliste ou qu'on me demande mon avis sur le marché immobilier. En fait, ce qui crée de la valeur dans un immeuble, c'est le locataire. Voilà. Donc, nous, on a une conviction, c'est que la première création de richesse pour un propriétaire, c'est le locataire qui paye son loyer. C'est pour ça qu'on passe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps sur l'analyse des locataires. Il nous arrive de nous tromper. Ça nous est arrivé dans le passé, ça nous arrivera à l'avenir, mais je pense que là-dessus, on est quand même particulièrement performant. C'est aussi pour ça qu'on privilégie les locataires qui s'engagent sur le très long terme, et ça nous vaut le coup d'avoir des locataires qui s'engagent sur le très long terme, que si on croit à leur entreprise, s'ils ont les moyens financiers, et s'ils sont financièrement avec des activités voilà, qui ont des vraies perspectives de création de valeur, de développement. Okay. Voilà. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on est très vigilant et on a une bonne protection. Après, évidemment qu'il va y avoir des locataires qui vont avoir des difficultés. Alors, quand je dis locataires, c'est de façon générale, je dis pas particulièrement dans notre portefeuille, mais cette crise, je suis convaincu d'une chose, elle va faire disparaître les entreprises qui étaient soutenues par la période de laquelle on est en train de sortir avec des taux très bas et qui trouvaient de l'argent facilement alors que leur rentabilité n'était pas bonne. Je vous rappelle qu'on sort d'un monde dans lequel une bonne entreprise, c'était une entreprise qui était capable de lever des millions d'euros sans avoir de chiffre d'affaires ni profit. On pouvait les servir tous les jours dans les quotidiens ou l'entendre à la radio, voir à la télévision. Je pense qu'on sort de ce monde-là. On va revenir sur des entreprises qui vont tirer parti de cette crise. Ce sera les entreprises profitables, qui ont des bons produits, des bons services et dont la qualité de service est reconnue par leurs clients. Donc je pense que la plupart de nos locataires sont dans cette configuration. Oui, on aura sans doute quelques entreprises qui déposeront le bilan. Je pense que ça sera marginal. Et ça, pour moi, il est déjà intégré dans les taux que je vous donne de non-paiement des loyers, qui sont aux environs de 6% aujourd'hui. Okay. Voilà, donc je suis pas particulièrement inquiet. Et votre CPI, vous et CPI sont plutôt à l'abri de ce point de vue-là. En tout cas, ça fait partie de nos préoccupations et ne date pas d'aujourd'hui. Ok, très bien. Il y a un autre. Merci encore Frédéric. Il y a un autre point qui revient et qui est revenu plusieurs fois sur le chat. Et tu l'as dit, Corum se l'applique. Hein. C'est le télétravail qui est forcé, hein, quelque chose que l'on subit. Est-ce que tu penses, alors il est peut-être un peu tôt pour se prononcer, mais est-ce que tu penses que le télétravail va pas changer un petit peu l'organisation des entreprises et peut-être provoquer un moindre recours à la location de bureaux de la part de certaines sociétés qui seraient en mesure de s'organiser autrement finalement? Oui, on va vivre ce qu'on a vécu lors des précédentes crises. À chaque fois qu'il y a une crise, on change sa conception du monde. Donc, je vais juste vous prendre un exemple simple. Après la crise du 11 septembre, les attentats à New York, notre façon de voyager en avion a changé du jour au lendemain. Bon. Alors, elle a changé, mais elle a pas été remise en cause au fond. Et on a de plus en plus de gens qui prenaient l'avion, mais on constate qu'il faut plus de temps pour embarquer. La sécurité est devenue omniprésente. Donc, je pense qu'il va effectivement y avoir des comportements et des changements dans le télétravail. Ce que j'observe grâce au télétravail, ce que j'observe aussi, c'est que les gens, l'homme est un animal humain, il a besoin de contact. La vie sociale est importante et le travail fait partie de la vie sociale. Donc, ce qu'il y a de clair, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui vont sans doute avoir plus recours au télétravail, ou en tout cas qui vont utiliser les bureaux de façon différemment. Si on parle du bureau, voilà, il y avait une mode très en vogue chez les investisseurs immobiliers dans les périodes précédant la crise, dans les semaines qui précédaient la crise, c'est les centres d'affaires. C'est sûr que la première des variables d'ajustement sur le secteur du bureau, ça va être les centres d'affaires. C'est sans doute ce qui va le plus souffrir. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il faut à la fois prendre en considération ces mouvements de fond, mais aussi être prudent sur l'appréciation de leur ampleur. Voilà, on pourrait peut-être en parler, par exemple, sur le commerce. Moi, j'entendais des propos récemment
au sein d'investisseurs immobiliers qui expliquaient que le commerce était mort pour l'immobilier. Je suis pas d'accord. Le commerce n'est pas mort pour l'immobilier. C'est sûr que le commerce va coûter moins cher. On aura des meilleurs rendements immobiliers pour le commerce. Mais on va avoir des commerces peut-être qui vont fonctionner différemment. Et cette crise a été un révélateur, encore une fois, c'est qu'on a tous besoin dans les immeubles de locataires qui payent des loyers. Donc une crise comme le corona, c'est presque comme une guerre sans le bruit des armes. Plus personne ne travaille, il n'y a plus d'activité. Mais le sens de l'humanité, c'est de vivre en commun et de vivre en société. Donc voilà, moi je suis assez confiant. Il va y avoir des mouvements, il faut être attentif, il faut être agile, il faut savoir s'adapter. Ok, merci Frédéric. On a beaucoup parlé là depuis 20 minutes de la gestion des locataires, du paiement des loyers, de la création de valeur. Tu parlais du commerce notamment. Donc on voit que les équipes de Corum continuent leur activité. Qu'en est-il des investissements finalement? Parce qu'on continue à faire notre rôle de gestion de gestion locative, d'avoir ce lien avec nos locataires. Mais est-ce qu'on a de nouveaux locataires et est-ce qu'on va chercher de nouveaux immeubles et est-ce qu'on arrive à concrétiser dans cette situation l'acquisition de nouveaux immeubles? Là, le bon sens a prévalu, comme toujours. C'est-à-dire que quand il y a une crise qui arrive, on se dit que les gens qui investissent vont être plus prudents. Donc, s'ils vont être plus prudents, il y aura moins d'investisseurs et il y aura sans doute plus de vendeurs parce qu'il y a des gens qui ont peut-être été moins précautionneux et qui, eux, ont besoin ou sont contraints de vendre. Donc, le premier mot d'ordre, ça a été de dire on gèle tous les investissements. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les faire. Mais en tout cas, on prend le temps de réfléchir avant de les faire. Et le temps de réfléchir, ça veut dire aussi qu'on négocie. Voilà, très clairement, on avait des opérations en cours. On a rediscuté avec les vendeurs en disant écoutez, le monde change. Voilà, donc le prix doit aussi changer, évidemment. Donc certaines opérations finalement ont avorté puisque les vendeurs nous ont dit bah, écoutez, moi si c'est comme ça, je garde mon immeuble. Et d'autres nous ont donné une suite et on dit ok, bah, écoutez, on est prêt à revoir le prix à la baisse. Okay. Donc on a été extrêmement pragmatique et en même temps on ralentit, on est aussi très prudent sur les investissements à venir et on veut profiter des opportunités, ne pas subir le marché. Ok, c'était effectivement la prochaine question, c'est de dire est-ce que on identifie déjà des opportunités et est-ce qu'on va être capable de les saisir et est-ce qu'on a encore finalement de la collecte pour aller chercher et saisir ces opportunités. Ça fait depuis 2012 qu'on évoque ce point, c'est de dire on a une gestion assez opportuniste, on va pas aller acheter là où les marchés sont les plus chers et on va faire de la diversification. Et je pense que aujourd'hui on est bien content d'avoir eu cette diversification dans plus de 16 pays et sur tout type d'activité. Est-ce qu'on trouve déjà des opportunités? Est-ce qu'on va pouvoir aller les saisir? Oui, bien sûr. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour s'accélérer ce phénomène s'amplifier, mais de semaine en semaine, il y en a de plus en plus. Ça va durer combien de temps? Est-ce que ça va durer des semaines, des mois? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une fenêtre qui va se refermer au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, soyez confiants, on saura prendre et saisir les opportunités là où elles sont. Ok. Et donc donc là on vient de voir les opportunités. On a parlé de la gestion également. On a parlé du dividende avec une bonne stabilité, en tout cas de bonnes projections sur la performance 2020 de nos deux SCPI Corum Origine et Corum XL. Qu'en est-il du prix de la part? Parce que on va effectivement pouvoir délivrer des rendements élevés qui vont assez peu baisser du fait de cette crise. Qu'en est-il du prix de la part? Parce qu'on peut lire ici ou ailleurs la baisse du prix de certains immeubles ou même sur du résidentiel. Qu'en est-il du patrimoine des deux SCPI? Est-ce qu'on envisage une baisse du prix de la part? Déjà, la SCPI, c'est un placement long terme, c'est de l'immobilier. Donc, c'est pas comme une action. Et un des avantages, c'est que justement, on peut penser long terme. Quand on fait de l'immobilier, on pense long terme. Donc, je pense que c'est la première des choses à avoir en tête. Et reconnaissez que les rendements qu'on a offerts les années précédentes et qui vont encore être délivrés cette année, ça fait partie d'un niveau de performance élevé pour son épargne. Ensuite, sur les valeurs de part, il faut d'abord penser long terme et se projeter dans l'avenir. Il va y avoir des opportunités. Ça, c'est un deuxième élément de la réponse. Ces opportunités vont permettre de créer de la valeur. On va faire des investissements plutôt en bas de cycle maintenant et qui vont permettre de créer de la valeur pour pouvoir les revendre quand le marché repartira. Alors après, sur le patrimoine existant, plusieurs réponses.
la première, je vais vous rassurer, on avait prévu pour les deux SCPI des augmentations de valeur de part significatives. On les a pas faites. Donc on a une sécurité, c'est que par rapport aux valeurs des immeubles au 31 décembre, on n'a pas fait d'augmentation des prix de part et aujourd'hui les valeurs de part sont des cotés d'environ 5% par rapport à la valeur d'expertise au 31 décembre 2019. Donc on a déjà cette protection-là. Ensuite, la valeur de part, le gérant, il peut la fixer entre plus 10 et moins 10% de la valeur réelle du patrimoine. Aujourd'hui, on est à moins 5. Si on voulait, on pourrait être à 10% au-dessus. Donc ça nous laisse quelque part une variable d'ajustement de 15%. Et puis aujourd'hui, quand on regarde le patrimoine, qu'on regarde de quoi il est constitué, qu'on fait nos simulations par rapport à ce qui va se passer sur le marché, on se dit que nous, aujourd'hui, l'analyse qu'on fait, c'est que la souplesse que l'on a entre une valeur de part qui est dépocotée de 5% par rapport à la valeur réelle du patrimoine, ça sera sans doute suffisant pour impacter une éventuelle décote sur une partie du patrimoine. Voilà. Et ça, c'est les calculs que l'on fait de notre côté, qu'on appréhende de façon assez précise. Donc non, les valeurs de part, je ne suis pas inquiet. Et je trouve que ça serait dommage de vendre aujourd'hui ces parts, parce qu'il va y avoir des superbes opportunités dans les semaines et les mois à venir. Quorum a toujours joué cette carte-là d'opportunisme. Elle a été prudente dans le passé. On a limité la collecte dans les mois précédant la crise. On a eu un peu de chance et un peu de nez dans cette période. On a montré qu'on était capable de générer de la valeur sur le long terme. Voilà, on souhaite continuer à avoir votre confiance. Ok, et donc un point un peu plus précis sur Quorum XL. On a investi depuis le premier trimestre 2018 assez massivement au Royaume-Uni. On s'en est expliqué et on a exposé cette stratégie et ses convictions. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur Quorum XL et sur nos investissements au Royaume-Uni? On a longtemps parlé du Brexit et des opportunités. Qu'en est-il dans cette période de crise? Ouais, alors je vais reprendre un facteur commun avec ma réponse précédente. Il faut penser long terme. Voilà, quand on fait l'immobilier, quand on veut créer de la valeur, il faut penser long terme. Voilà, d'abord prendre les loyers qui permettent pour vous d'avoir des dividendes et qui représentent une création de valeur importante. C'est-à-dire, on fera les comptes à la fin de l'année, mais on sera sans doute sur des niveaux de rendement encore intéressants et élevés. Deuxièmement, avant de vous rejoindre, je lisais un article qui datait du mois de septembre 2019. Je suis tombé dessus par hasard. C'était une page complète d'un grand économiste que je respecte éminemment, mais qui s'était trompé, puisque le titre de cette page dans les Échos, qui date du mois de septembre, c'était la parité 1 euro pour une ligne. Bon, alors, on voit qu'on n'en est pas là. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, on a eu un épiphénomène au mois de mars quand Boris Johnson, le pauvre, a été hospitalisé. La livre s'est effondrée à 1,07. Elle est retombée à 1,07 qui était le plus bas historique. Voilà, là, elle est remontée à 1,15. Boris a rejoint le 10 Downing Street hier matin. Bon, voilà, moi je suis toujours confiant sur l'Angleterre. Ce qui est intéressant, c'est que cette crise va sans doute prolonger la fenêtre du Brexit pour les investissements. Et voilà, on va continuer à investir en Angleterre, qui reste un marché très favorable aux investisseurs. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc c'est un bon moment pour acheter. La livre est historiquement basse. Voilà, et le Brexit va être digéré dans les mois qui viennent. Okay. Et toujours sur XL, où on va chercher de la diversification, comme on l'a dit, avec le Royaume-Uni. On a investi aussi en Pologne dès 2018 et encore l'année dernière en fin d'année avec des investissements relativement importants. On a investi, alors aujourd'hui c'est marginal, mais on a investi en Norvège en 2019. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? La Norvège, elle a sa devise qui subit évidemment la chute du pétrole, puisque c'est assez corrélé. Est-ce que c'est le moment d'aller investir en Norvège, justement? On parle d'opportunités. Est-ce que c'est des choses qui sont dans nos tuyaux? On va pas aller investir en Norvège quand la devise est au plus haut. Enfin, ça fait pas de sens. Le risque qu'elle baisse, il est fort, il existe si vous achetez au plus haut. Donc il faut faire exactement l'inverse. Il faut aller acheter quand la devise est au plus faible. Voilà. Et évidemment, on sait tous qu'il y a des cycles. Le pétrole est une denrée rare. À terme, on sait qu'il va y avoir un enchérissement du prix du pétrole, quoi qu'il en soit. Donc voilà, la Norvège, ça nous paraît être juste du bon sens. La Pologne, c'est un autre sujet. La Pologne, en fait, le zloty polonais est extrêmement corrélé à l'euro.
donc il fluctue assez peu. C'est plus l'intérêt du marché polonais. Ok. L'Angleterre, on en a parlé. Et puis ensuite, évidemment, on regarde d'autres zones. Et en ce moment, il y a beaucoup d'autres zones qui deviennent intéressantes pour la devise, mais également pour le marché Ok, immobilier. merci. On a pas mal parlé de Quorum Origin et de Quorum XL. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Eurion, puisqu'on a des questions qui remontent sur le chat. Donc Eurion qui a été lancé fin janvier auprès du public. Qu'est-ce que tu penses du timing et comment a-t-on démarré finalement Eurion depuis si peu de temps? Orion a fait un premier investissement. Elle va bientôt en faire un deuxième. Orion, en fait, elle a quelque part une opportunité, mais qui était celle d'origine en 2012 avec le marché espagnol, portugais, puis les Pays-Bas, l'Irlande, etc., qui se sont enchaînés pour origine les uns après les autres. Mais au départ, origine, c'est 2012, Espagne, Portugal. XL, ça a été le Brexit et l'Angleterre. Elle a eu ce momentum-là. Orion, c'était pas prévu comme ça, mais elle a une chance, c'est qu'elle arrive sur un marché où on va sans doute pouvoir investir dans de meilleures conditions que ce qu'on avait imaginé au moment de son lancement, toujours avec des produits un peu plus prime qu'Origine, mais dans de meilleures conditions. Donc, elle va se constituer à un patrimoine à un moment où on pouvait sans doute pas espérer un tel scénario aussi favorable il y a 2 ou 3 mois. Donc voilà, c'est très bien. Ok, merci. Et pour rappel, le premier investissement s'est fait le 26 mars, donc en plein confinement et deux Ouais, mois à peine après le lancement de la SCPI, donc, ce qui prouve ouais. une continuité de l'activité chez Corop. Ouais, et sur un investissement qui était de circonstance, il s'agissait en Irlande d'un supermarché Aldi. Aldi étant un des distributeurs agroalimentaires les plus rentables en Europe. Et au moment du confinement, donc au moment où cette activité a été le moins touchée, et puis un actif qui a une vraie valeur, qui est très bien placé. Ok, très bien. On reviendra sur les SCPI, même si c'est pas tout à fait décorrélé, mais on a quelques questions qui reviennent sur Quorum Life. C'est donc une compagnie d'assurance vie, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais qui a été lancée en catimini, a priori. Elle n'a pas été lancée en catimini. Le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'on y travaille et on l'a lancée exactement la veille du confinement. Donc voilà, c'était pas de chance, mais c'est pas grave parce qu'encore une fois, c'est un projet long terme et ce projet, c'était avoir notre propre compagnie d'assurance avec l'ambition d'offrir un service complémentaire à nos clients. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a offert beaucoup de services dans le monde de l'épargne qui n'étaient offerts par personne, comme par exemple le dividende mensuel. Pour les CPI, le fait de pouvoir investir des 1 000 euros, mais de pouvoir épargner 50 euros par mois. Euh, voilà, une mécanique aussi de capitalisation du dividende que aucun autre SCPI propose. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, beaucoup d'épargnants, et vous êtes nombreux d'entre vous à nous demander de mettre nos SCPI dans un contrat d'assurance vie. On ne souhaitait pas le faire avec des partenaires, on a essayé, mais on trouvait qu'à la fois le coût, les conditions étaient pas intéressantes. Et nous, on considère que notre métier, c'est de gérer des actifs immobiliers, notamment, c'est de gérer des actifs obligataires. Et on s'est dit qu'on pouvait vous rendre ce service. Mais pour vous rendre ce service, il fallait que pour nous, ce soit une équation rentable. Et donc, on a décidé de monter une compagnie d'assurance dans laquelle on ne trouvera que nos produits, ce qui nous semble être pour nous un gage de performance. Donc, on veut, voilà. Et que ça ne coûte pas plus cher que vous l'achetiez hors du contrat d'assurance vie, donc en achetant directement auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine ou en direct auprès de la société de gestion ou à travers l'assurance vie, que ça ne vous coûte pas 1 euro de plus. Donc, ça veut dire que cette compagnie d'assurance, vous n'y trouverez que les produits Cora. Vous n'y trouverez aucun autre produit. Donc, il y en a en exclusivité des produits Cora. Vous ne trouverez dans aucun autre contrat d'assurance. Il n'y a que nos produits. Donc, c'est une gamme très courte, mais qu'on considère très performante. Et surtout, qui ne coûte rien de plus. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais à la sortie. Donc, que vous souscriviez en direct ou via le contrat, c'est la même chose. Et pour nous, on considère que c'est un service. Voilà. Donc, ça révolutionne quelque part un petit peu la façon dont on conçoit l'assurance vie. Notre ambition, c'est pas de conquérir le monde de l'assurance vie. Notre ambition, c'est juste faire des bons produits d'épargne et d'y offrir toute la panoplie associée de services.
Ok, très bien. Donc dans Quorum Life, comme tu l'as dit, on va retrouver nos SCPI, et on va retrouver également nos produits obligataires. On avait lancé Quorum Eco en 2018, qui était le premier fonds Ouais. obligataire destiné au grand public, aux épargnants. Est-ce qu'on peut faire un point rapide justement sur Quorum Eco et sur les produits obligataires du groupe en général? Ouais. Alors, l'équipe de gestion obligataire est une équipe extrêmement chevronnée, expérimentée, qui tous les ans reçoit des prix, voilà, qui a passé les différentes crises haut la main. Quand je dis repasser les différentes crises haut la main, ça veut dire que quand il y a des baisses, les baisses sont extrêmement limitées par rapport au reste du marché. Et ensuite, elles recrètent très vite de la valeur. Et encore une fois, il faut penser son épargne long terme et pas regarder, avoir le nez tout le temps sur le compteur. Alors, c'est sûr que quand on est en bourse, c'est un peu inquiétant, mais enfin, si on est en bourse en créant de la valeur juste pour acheter, pour revendre, c'est une façon de considérer son épargne que je respecte totalement. Nous, notre proposition est différente. C'est vous êtes investisseur long terme, vous rentrez à un point de marché qui est intéressant, plutôt bas, et vous remontez à un point de marché qui est peut-être un peu plus intéressant, mais pas forcément. Mais en tout état de cause, vous avez pendant tout ce temps-là eu des revenus élevés. Et donc, c'est la capacité d'un locataire ou d'une entreprise qui emprunte de l'argent à payer soit des loyers, soit des intérêts. Voilà, à nous de bien acheter et de bien vendre. Et donc, une fois qu'on a dit ça, Quorum Eco a fait une très belle année 2019. Quand on regarde le compteur, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était sa capacité à payer du dividende. Et elle a payé beaucoup de dividendes. Et contrairement à l'immobilier, sur la partie obligataire, si vous attendez remboursement de l'emprunt par l'emprunteur, votre risque en capital, il est juste limité au risque de faillite. Donc c'est la même chose qu'un locataire qui arrêterait de payer ses loyers, qui aurait également ce qu'on appelle un défaut. Et donc ce risque de faillite, on le limite en prêtant de très grandes entreprises qui ont des chiffres d'affaires de près de 1,5 milliard d'euros en moyenne, qu'on appelle des résultats d'exploitation de près de 300 millions d'euros. Voilà. Et pour répondre à la question par rapport qui est sous-jacente, c'est oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des taux bas. Pour autant, on peut prêter plus cher à des entreprises dans certaines circonstances, et c'est ce qu'on fait. Mais encore une fois, il faut regarder ce type d'investissement par rapport à ce qui se pratique sur le marché. Et trouver, voilà, la dernière Quorum Origine a délivré plus de 4,5% de rendement, c'était même plus de 5% de rendement. Je parle de dividendes payés. Voilà, enfin, c'est quand même extrêmement performant. Et donc, si on attend le remboursement du capital et qu'on n'a pas le nez collé sur le compteur de la valeur de cette obligation, oui, qu'effectivement, on pourrait revendre sur le marché, c'est une épargne extrêmement performante. Voilà. Et nous, notre proposition d'épargne, c'est de penser long terme, de regarder qui crée vraiment la valeur. Et nous, on considère que, voilà, on préfère les vraies entreprises, on préfère les entreprises au marché, et que c'est cette façon-là d'épargner qui, sans doute, est peut-être pas la plus performante. Oui, vous pourrez peut-être avoir des retours sur investissement beaucoup plus importants en achetant et en vendant à la bourse, mais nous, on joue plutôt la régularité, la vraie création de valeur par des gens qui créent la valeur, qui payent des loyers, qui payent des intérêts, voilà, et qui remboursent leur capital pour les Alors, entreprises. je te remercie, tu as commencé à répondre à ma prochaine question, mais en tant qu'épargnant, est-ce qu'il est opportun d'investir aujourd'hui et quel comportement adopter face à cette incertitude? Bon, bien sûr qu'ils vont investir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a limité la collecte de Quorum Origine et de Quorum XL d'ailleurs dans les mois passés, puisqu'elle a été limitée également dans les mois passés? C'est parce qu'on voulait se limiter à ce qu'on était capable d'investir pour faire la performance sur laquelle nous, on vous avait donné un objectif. Si notre objectif c'est de collecter, et quand je regarde le marché des CPI, voilà, l'année dernière, voilà, la presse, les journalistes, le monde des CPI s'est réjoui de la collecte. Quel est l'intérêt de collecter si c'est pour investir dans de mauvaises conditions? Donc nous, on préfère limiter la collecte quand le monde est compliqué pour les investisseurs, quand les marchés sont chers, et au contraire, collecter, en fait, vous proposez des solutions d'épargne quand c'est d'autant plus intéressant. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins de limites à la collecte de nos SCPI, parce qu'on pense que c'est maintenant qu'il faut investir, donc il faut collecter, donc il faut épargner. Voilà. Ça, c'est notre première conviction profonde, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on vous a proposé ces produits. Quorum Origine, quand on n'a pas investi en Espagne en 2012, ça peut peut-être défriser, même si je suis pas le placé pour parler de défriser, mais ça peut paraître contre-intuitif quand on propose d'aller investir en Angleterre pendant le Brexit, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est bien aller investir quand c'est pas cher pour aller chercher des investissements qui eux sont rentables par les niveaux de loyer que payent les locataires
et revendre quand le marché voilà, a décidé de revenir et que tout le monde veut revenir. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable psychologiquement, mais pour moi, c'est la voie de la raison pour l'investissement. Refuser d'investir quand c'est trop cher, et c'est ce qu'on a fait avec la limite de la collecte, et au contraire, investir quand il n'y a plus personne pour investir. Parce que ça veut dire que c'est là qu'on va investir dans une condition de bon prix. Après, il faut le faire avec discernement, évidemment. C'est sans doute très compliqué d'aller acheter des hôtels en Italie, mais tout dépend quel est l'exploitant qui gère ces hôtels, tout dépend quelle est l'histoire de ces hôtels. Voilà, et il faut lutter contre, je dirais, le discours commun et contre les croyances communes. Ok, Voilà. donc pas de comportement moutonnier chez Corum. Pour revenir un petit peu à l'assurance vie, est-ce que tu as une répartition type que tu peux nous partager entre la partie immobilière et la partie obligataire, puisque ce sont les deux catégories présentes dans Corum Life? Non, alors que pour que tout le monde comprenne, dans Life, en fait, quand vous investissez dans Life, quand vous achetez vos produits d'épargne dans Life, vous prenez une partie en SCPI, une partie en produit obligataire. Pourquoi? Parce que avec un produit d'assurance vie, la différence par rapport à une souscription en direct, notamment pour les SCPI, c'est qu'il y a une liquidité qui est presque garantie. D'accord? Dans les SCPI, aujourd'hui, vous avez la liquidité. Si vous voulez vendre une part de SCPI, vous pouvez les revendre, même si je vous déconseille de le faire compte tenu de ce qui est en train de se passer sur le marché, mais vous pouvez le faire parce qu'on collecte. Bon. L'assurance vie, elle, qu'on collecte ou qu'on ne collecte pas, vous permet des liquidités. Vous comprenez bien que si on met des SCPI, ça va être compliqué de vous rendre liquide. Donc, c'est pour ça qu'on met nos produits obligataires, qui sont par ailleurs des produits performants, dans lesquels nous, on pense qu'on a vraiment une complémentarité par rapport à l'immobilier. C'est la même logique. On place dans des actifs, donc dans des immeubles ou dans des prêts qui sont payés ou remboursés par des entreprises qui payent des intérêts ou des loyers et qui remboursent le capital pour la partie obligataire. Et donc, le mariage de ces deux produits vous permet de bénéficier de la liquidité de l'assurance vie. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous aurez un maximum de SCPI que vous pourrez choisir dans vos profils. Moi, j'ai pas de conseils particuliers à vous donner. On a construit 4 profils types qui nous semblent répondre à des typologies qui correspondent à la plupart d'entre vous. Après, vous pouvez choisir pour un profil qui est un profil ouvert, dans lequel vous faites vous-même l'allocation, mais qui sera limité dans le pourcentage d'obligations et de SCPI. Il ne faut pas tout faire tout en obligation, tout en SCPI. Voilà, mais je suis pas le mieux placé pour vous dire quel est le mieux adapté à votre cas. Pour ça, il faut vous adresser à votre conseil. Ok, merci Frédéric. Encore une question sur Corum Life. Est-ce que les épargnants qui nous écoutent et qui sont présents aujourd'hui, donc qui pour la plupart ont des parts de Corum Origine, Corum XL ou Eurion, est-ce qu'ils peuvent déjà profiter de Corum Life? Oui, alors ils peuvent, mais il y a un problème. C'est que comme vous avez acheté par une voie, le seul moyen de réinvestir dans l'autre voie, et c'est pas nous qui allons vous empêcher, c'est juste une contrainte fiscale, c'est que pour réinvestir en assurance vie, il faudrait que vous revendiez vos parts, puisque vous allez devenir sociétaire de la compagnie d'assurance, et le propriétaire des parts, ça va être la compagnie d'assurance. Alors aujourd'hui, le propriétaire des parts, c'est vous. Donc il faudrait que vous revendiez à la compagnie, et quand vous revendez quelque chose en France, par définition, vous payez des taxes. Donc malheureusement, d'un point de vue fiscal, ça n'est pas réalisable. En tout cas, ça coûterait de l'argent et c'est pas le but recherché. Par contre, si vous voulez ressouscrire et que si vous voulez faire l'assurance vie, je vous recommande de le faire directement par Life. Et puis de l'autre côté, vous aurez vos parts qui seront pas dans Life ou qui ont aussi un intérêt, voilà, bien évidemment. Mais malheureusement, on n'a pas ce système de Non, mais le résumé de ce que tu viens de nous dire, c'est que des épargnants qui sont déjà propriétaires de parts de SCPI peuvent tout à fait avoir recours à Corum Life, mais avec des nouveaux versements, puisque le nombre de contrats d'assurance vie n'est pas limité, comme on le sait peut-être. Un dernier, un dernier point, Frédéric, qui revient, c'est sur la participation de Corum l'épargne à une course de voilier. Tu nous en dis un petit peu plus? Est-ce que ça se poursuit? Où en est ce projet? Il y a eu un très bel article dans l'équipe ce dimanche. Je rappelle l'origine de ce projet. En fait, aujourd'hui, on est très connu des épargnants, on va dire experts, dont vous faites partie. Voilà, on est connu d'un petit monde d'épargnants experts, sachants, en tout cas très proactifs sur leur épargne.
Et notre intérêt à tous, vous épargnants et nous gérants de votre épargne, c'est que cette notoriété elle s'accroisse. Et pour une première raison très simple, c'est que plus nos solutions d'épargne seront connues et plus elles seront liquides. C'est-à-dire que plus on pourra, si le jour où vous souhaitez revendre votre épargne ou réaliser une partie de votre épargne pour un projet de vie, voilà, et bien il faudra qu'on puisse trouver quelqu'un qui rachète votre épargne quelque part. Et cela n'est possible que si on est connu. Si on reste parmi un petit cercle d'initiés, on a moins de solutions que si on est connu de la France entière. Donc ce projet Voile, il était là pour porter la notoriété de la marque au niveau national et que Quorum devienne, il soit identifié comme voilà un acteur de l'épargne en France qui délivre une épargne performante avec des convictions, des valeurs. Je vous en ai un petit peu parlé aujourd'hui, mais voilà, on pense long terme. On fait pas comme tout le monde, non pas pour le plaisir de pas faire comme tout le monde, mais on pense qu'il vaut mieux acheter quand les marchés sont plus bas et que c'est pas cher que quand ils sont plus hauts et revendre dans les circonstances inverses. On croit aussi à l'économie, donc la vraie création de valeur, qui n'est pas les marchés financiers, qui sont les vraies entreprises qui payent les loyers, qui payent les intérêts et qui remboursent leurs emprunts. Et pour tout ça, on avait besoin d'un support pour accélérer notre notoriété et accroître notre notoriété. Donc voilà comment est-ce qu'est parti ce projet. C'est un projet qui est parti assez tard. Il a été lancé en décembre 2018. On avait donc peu de temps pour construire un bateau très performant parce qu'évidemment, si on fait le Vendée Globe, c'est pour le faire dans de bonnes conditions de figurer et d'avoir voilà d'être montré un projet qui soit performant, qui illustre notre façon de gérer. Un projet aussi qui prenne non pas des risques, mais qui sache prendre des décisions, qui sache saisir des opportunités. Et donc ce Corona a juste tombé au pire moment, puisque le bateau devait être mis quelques jours après, malheureusement, le début de la période de confinement. Donc tout a été gelé pendant 2 ou 3 semaines. Ensuite, la fin de la construction a repris. Il restait quelques jours pour finir le bateau. Et puis là, le bateau est prêt. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai des images. Ils ont le droit de travailler de façon très réglementée. Voilà. Mais donc le bateau est sorti du chantier. Je l'ai vu à l'air là tout à l'heure. Et donc, dès le 5 mai, normalement, il est mis à l'eau. Il va pouvoir commencer à naviguer le 11. Ok, très bien, parfait. Il reste encore une ou deux questions, pardon. J'avais la première qui était quel était le montant minimum pour investir sur Quorum Life et je vais y répondre. Le minimum est de 50 euros. Et ensuite, on peut faire des versements programmés, des versements ponctuels. Il y a pas de problème par rapport à cela. Et une autre question, c'est est-ce que je dois passer par mon conseiller en gestion de patrimoine pour souscrire à Quorum Life ou est-ce que je passe directement sur votre site internet? Évidemment, notre préconisation, c'est de vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine qui a même de faire une allocation pour vous. Hein. Tout à l'heure, il y avait une question sur la répartition entre la SCPI, les produits obligataires, et puis ce conseiller en gestion de patrimoine, il aura une visibilité globale sur votre épargne et sur sa gestion. Donc le mieux, c'est évidemment de passer par lui. Ça ne changera rien évidemment pour vous en termes de frais. C'est simplement que vous aurez un conseil personnalisé. Voilà, peut-être un dernier point. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur la question qui était, parce que tu as été coupé a priori, la question qui était de dire est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas finalement? Oui, c'est le bon moment d'investir. Enfin, en tout cas, nous, c'est le projet qu'on vous propose depuis 2012. Je pense que si vous avez mis une partie de votre épargne dans un de nos produits, c'est que vous étiez à la fois convaincu, ou en tout cas, vous entrevoyez ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on a toujours voulu faire depuis 2012, c'est non pas subir les marchés, mais les utiliser. En gros, on achète quand personne ne veut acheter et quand les prix sont bas, et on revend quand tout le monde veut acheter et que les prix sont voilà. Et entre-temps, entre ces deux périodes, on compte que sur une seule chose, c'est la capacité des entreprises à payer le loyer ou payer des intérêts pour les produits obligataires et donc être connecté à l'économie réelle. Mais voilà, et c'est la même chose qu'on investit par exemple avec Core XL. On va pas aller investir aux États-Unis quand le dollar est à 1,18 ou 1,20. Ça fait pas de sens. On va investir en Angleterre quand la livre est à son plus bas historique. Donc ça, c'est notre projet. C'est du bon sens. Il y a absolument rien de génial dans ce qu'on fait. Je pense qu'après 8 ans, les chiffres partent pour nous. La performance de nos SCPI qui depuis 8 ans surperforme, enfin, il dépasse la performance moyenne des SCPI du marché de 50%. Je pense que c'est la meilleure démonstration qu'on puisse avoir. En 2020, on va encore faire cette démonstration. Nos SCPI
j'en suis persuadé, et nos produits d'épargne, nos fonds obligataires auront les meilleures performances du marché. Voilà, c'est notre conviction. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Je dis juste que nous, c'est une façon de concevoir le monde de l'épargne. Et on fait pour vous ce que l'on fait pour nous. Très bien, parfait. Merci Frédéric. Le temps nous était compté. On a dépassé un petit peu, on a dépassé de 5 minutes, mais je pense qu'on a fait le tour des différents thèmes du sondage, hein. On a évoqué la gestion de la crise, des opportunités d'investissement. On est revenu sur Orion, Quorum Life. À tous les épargnants qui sont présents, donc on est quasiment 400. Sachez qu'un replay vous sera envoyé. Vous pourrez le revisionner et donc vous recevrez un email d'ici 48 heures. Vous pourrez revoir revoir cette intervention. Il est possible que l'on reproduise ce genre d'exercice si cela vous a plu, et nous répondrons aux questions qui sont restées en suspens. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on était plus de 400 pendant ce webinaire. Donc l'idée, notre souhait, c'est de répondre à toutes vos questions et nous y répondrons. Donc soyez rassurés, on reviendra vers vous dans le courant de la semaine pour les réponses restées en suspens. Merci à tous pour votre participation. Merci Frédéric pour cette clarté. On a eu un certain nombre de messages qui nous disaient que nous étions suffisamment clairs. Donc merci encore et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous et avant tout, merci de votre confiance. Merci. Merci.